grammaticale. On voit bien là qu'on est à la limite de l'absurde. Mais vous voyez, le glissement entre les termes les plus techniques et les termes les plus descriptifs n'est pas évident. La frontière n'est pas évidente. Cela nous amène à donc deux statuts. Il faudrait distinguer des termes qui s'inscrivent justement dans un système, et puis des caractérisations qui, elles, sont beaucoup plus souples. Mais il faudrait être clair, peut-être dans un moyen d'enseignement, clairement distinguer les deux. C'est-à-dire des choses que les élèves doivent savoir et des choses que les élèves doivent comprendre dans le contexte où ils sont utilisés. Parce que ça suscite donc des attentes différentes en termes d'apprentissage. Pour des termes du système, on va aller jusqu'au niveau 3, c'est-à-dire la maîtrise en termes de savoir. Après une progression, hein, dans le cadre d'une progression. Mais pour certains termes, une sensibilisation, une compréhension au contexte suffit amplement. Et puis entre les deux, il y a une maîtrise opératoire. Mais voyez bien que cela n'est jamais clair. Hein. Si vous avez un peu l'expérience, et j'en suis convaincu, des moyens d'enseignement, etc., à part quelques définitions encadrées, on se dit là, ça doit être important, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus important qui est encadré. On a beaucoup de peine à définir le statut des termes qu'on trouve. Ouais, ouais, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, j'approche de ma conclusion. Je vais juste vérifier. Oui, j'approche donc de ma conclusion. J'ai posé ces principes, c'est des bases. Pour nous, c'est une base. Pour moi, c'est une base de réflexion qui devrait nous permettre d'essayer de construire ensemble. Construire ensemble, j'ai essayé de montrer qu'une clarification et une certaine harmonisation, qui ne veut pas dire de tout homogénéiser, mais une certaine harmonisation, certains rapprochements me paraissent nécessaires. Alors, dans le cas de l'IRDF, on avait créé un groupe pour essayer de réfléchir à une telle harmonisation. Ce groupe, malheureusement, est un petit peu au repos actuellement. On a un peu de la peine à avancer. Pourtant, je crois que c'est important. Mais on a de la peine à avancer, on voit bien pourquoi. Les traditions grammaticales sont extrêmement différentes. Vous avez vu un extrême, je dirais, entre la France, qui est encore très marquée par une grammaire traditionnelle, entre le Québec, qui a fait vraiment le pas d'une grammaire cohérente, formelle, cohérente. La Suisse, qui actuellement est dans une période un peu d'instabilité, avec cette décision d'acheter des moyens en France, qui a posé problème. Mais parallèlement, tout de même, on vient de produire des nouveaux plans d'études pour l'ensemble de la Suisse romande, qui, eux, reprennent l'héritage grammatical plutôt formel, et entre autres, tient compte des observations qu'on avait faites avec ma collègue Virginie Conti, en comparant les différents moyens. Et par exemple, on trouve dans le nouveau plan d'études roman la notion de prédicat. Hein. Donc on n'arrête pas d'avancer, mais on est un peu en porte-à-faux avec ces nouveaux moyens qu'on achète à l'étranger. Enfin, la Belgique, alors, qui a un code de terminologie qui commence à vieillir un petit peu d'un côté, me semble-t-il, et puis de l'autre côté, des propositions extrêmement novatrices qui me paraissent importantes. Il est important que pour un groupe de terminologie d'harmonisation terminologique, cela n'empêche pas d'avancer. Vous voyez, ça me paraît important de jouer entre partager ce qu'on peut partager dès aujourd'hui, en quelque sorte, mais ne pas se couper d'évolutions qui doivent... Il doit y avoir des places où ça avance en essayant de tenir compte. Vous voyez, c'est un jeu subtil, et je crois qu'il est important vraiment. Et je répète volontiers ici toute l'admiration que j'ai pour les travaux belges et tout l'intérêt qu'ils présentent. Et j'ai envie de dire, sans négliger qu'il puisse y avoir quelques désaccords ci et là. Voilà. Donc, espoir et difficulté pour cette harmonisation. Mais néanmoins, importance d'une clarification des enjeux et des attentes, explicitation des critères de sélection des termes, plus grande harmonisation. Donc ça, c'est des points sur lesquels on pourrait s'entendre, d'après moi. Si déjà on arrive à définir quels sont les critères pour décider qu'un terme est pertinent d'un point de vue didactique,
dans le cadre, c'est le point 5 ici, d'une progression raisonnée. Hein. Bien sûr que tout ne doit pas venir au primaire, etc. Et voilà. Donc recherche de simplification, mais toutes les difficultés qui doivent encore être levées. Je vous remercie. Merci. D'abord, merci à Jean-François. Je voudrais simplement dire, parce que je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Suzanne Chartrand, la description pour la Belgique de la phrase qu'il a donnée n'est pas correcte, au sens où il n'existe plus de complément circonstanciel, je vais dire intraprédicatif, dans le code de terminologie. Le seul complément circonstanciel qui existe, c'est un complément circonstanciel du groupe GNS-GV. Et en fait, c'est un des gros problèmes du code de terminologie belge de 86, c'est que des choses comme brusquement, tel qu'il est placé là, où il a volé bas, où il mange des frites avec ses doigts pour rester un peu chez nous, c'est quelque chose qui n'a pas de place dans le code de terminologie et vous pouvez chercher, il n'y a pas de fonction. La seule chose que vous trouviez dans le code de terminologie, c'est CDV, CIV, donc complément indirect du verbe ou complément direct du verbe. Mais les circonstanciels qui étaient à l'intérieur ont disparu. Et donc, dans la description, il faudrait mettre complément circonstanciel GNS, GV, c'est ça en fait, ça veut dire complément de phrase, hein, ça revient au même, plus GNS plus GV, le GV se décomposant en verbe plus point d'interrogation plus CV. C'est pour ça que j'ai dit quand même CC ou CV non essentiel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein. Il n'y a même pas d'essentialité dans le code de terminologie. Il y a un trou, quoi. Il y a un trou. Et le gros problème du code de terminologie, c'est qu'il procède par labellisation, exemplification, mais pas d'explication. C'est-à-dire, il y a le nom de la fonction, il y a quelques exemples, et on peut essayer de trouver des exemples. On ne les trouvera pas, ces exemples qu'on a donnés, il n'y aura pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai un petit sourire sur le caractère vieillissant du code de terminologie belge. Je voudrais simplement dire que le code québécois a le même âge. Qu'on appelle aujourd'hui au Québec grammaire nouvelle, grammaire rénovée, etc. Ce sont les mêmes principes. En fait, à la base, ce sont les principes de type distributionnel, et c'est la grammaire distributionnelle avec un peu de générativisme. C'est ça qui a présidé à la confection aussi du code de terminologie belge. Alors, si on dit que le belge est vieillissant, j'aimerais qu'on dise la même chose du québécois, et que dès lors, si nous estimons que nous avons un certain nombre de nouveautés à apporter, il serait bien que les Québécois, plutôt que... Et alors ça, c'est un gros débat qu'on a avec nos amis québécois, Suzanne et moi, quand on se parle, si on y arrive, c'est qu'effectivement, il y a encore autre chose qui n'est pas mentionnée, et que je crois qu'il ne faut pas oublier. En dehors des questions institutionnelles, il y a aussi des questions de posture institutionnelle des personnes qui portent les projets. Des questions d'ego, tout le monde en a, qui font que c'est pas facile. Il ne faut pas oublier que quand on harmonise des terminologies, ben on se met ensemble, et si vous n'avez pas la même terminologie, il n'y a pas que des institutions qui s'opposent, il y a aussi des égos qui s'opposent. J'en ai un, Suzanne Chartrand en a un qui est reconnu internationalement. Le mien aussi, hein, quand même, un peu, mais... Enfin, reconnu, pas internationalement. Mais donc voilà, il y a aussi ce genre de questions-là qui se posent et qu'il ne faut pas méconnaître parce qu'on fait dire parfois à des institutions ou à des choses comme ça, des choses qui sont simplement des questions de type personnel, ce qui est assez regrettable en soi. Mais simplement, la question du code de terminologie québécois repose en fait, grosso modo, sur les mêmes bases que le suisse et sur les mêmes bases que le belge, date grosso modo des mêmes périodes. La seule chose, c'est que les stratégies ne sont pas les mêmes. Au Québec, on dit il faut essayer d'approfondir et de faire mieux avec ce qu'on a. Absolument. En Belgique, il y en a qui disent gardons ce code de terminologie, et d'autres, et on est plusieurs à le penser, qui disent ce code de terminologie est héritier d'une théorie qui ne fonctionne pas, essayons de trouver quelque chose qui fonctionne mieux en classe. Donc c'est un autre paradigme. Et du coup, la question en termes d'acceptabilité sociale, c'est aussi une question importante. C'est est-ce qu'on aménage un petit peu quelque chose qui existe de telle sorte que une chatte retrouvera ses jeunes et que du coup ça passera mieux, ou est-ce qu'on accepte de changer de paradigme, quitte à faire des choses vraiment plus simples et vraiment plus praticables? Ça, je trouve que c'est une grosse question. Oui, évidemment, je te remercie et nous on arrive à gérer à la causer. Quelques remarques. Je pense qu'effectivement c'est très important d'arriver à
avoir une approche stratégique aussi. Et de poser la question des approches stratégiques il peut y avoir plusieurs approches possibles en tenant compte du contexte. Et on sait bien que le contexte français n'est pas le même encore. Hein, on n'en a pas parlé là, mais c'est encore différent et peut-être plus difficile encore. Pourquoi j'ai parlé de vieillissant pour le code belge? Parce que visiblement, vous ressentez plus le besoin de le changer. C'est pour ça. Je suis bien sûr, c'est évidemment correct ce que tu dis. Et les Québécois qui s'inspiraient d'ailleurs à l'époque du modèle de Lippe et Genevet en Suisse. Et en Suisse, il est aussi perçu comme vieillissant. Hein. Il y avait aussi la nécessité maintenant de le faire évoluer. Donc en Suisse, il est plus fragilisé. Au Québec, il paraît encore tenir, quoique les études de Suzanne Chartrand avec ses étudiantes dans les classes montrent que l'appareil traditionnel demeure très fort dans les classes québécoises comme partout ailleurs. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a une terminologie qui semble un peu plus solidifiée, même si vieillissante, mais un peu solidifiée, qu'il n'y a pas, là aussi, ces phénomènes de sédimentation, voire d'ignorance, de cumul de termes, etc. Donc, parfaitement d'accord sur ce point. Ce qui concerne les égaux, bien sûr d'accord aussi, on le sait, mais je dirais que les didacticiens passent, mais la terminologie demeure. Il faut faire avec, mais je crois par contre qu'on a aussi des efforts à faire de tous les côtés. Je crois que l'enjeu quand même de certains rapprochements, de certaines mises en cohérence, me paraissent toujours importants. Donc je me fais un peu le défenseur de cela. Tout le monde veut. Le projet a des difficultés, hein, je l'ai évoqué discrètement en disant qu'il était un peu au repos, mais il rencontre de vraies difficultés. Et malgré tout, je persiste à le soutenir parce que je crois que les enjeux sont importants. Les enjeux sont importants entre pays francophones. Mais personnellement, moi qui travaille aussi sur le plurilinguisme, je viendrai peut-être cet après-midi, mais je crois qu'il est aussi important d'avoir... L'exemple que j'ai pris avec la tribu et avec ce qu'écrit Anton Neff me paraît tout à fait fondamental aussi. C'est scandaleux de faire apprendre une terminologie en français, une terminologie en allemand, voire une terminologie en anglais, sans jamais se poser la question des liens qu'il y a entre ces terminologies. Pour les élèves, c'est scandaleux. Donc je crois que ça, c'est plus important, mais tout à fait d'accord. Une des choses intéressantes dans ton exposé, c'est l'essai de distinguer